de Platon, puisque vous êtes le nouvel auteur de la République de Platon, et on en vient, c'est la tradition dans cette émission, à la question de la semaine, question simple, sous forme de slogan que vous connaissez bien, élection, piège à con. Et vous connaissez ça, hein. C'était le slogan de mai 68, un des slogans de mai 68, et quelque part, même si votre pensée est plus complexe, c'est un peu ce que vous pensez, vous, Alain Badiou, qu'il y a une illusion démocratique, et c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que vous avez été un militant, parce que vous pensez la politique, parce que vous écrivez la politique. Votre République de Platon, c'est presque une manière de vivre la politique à l'usage des enfants français d'aujourd'hui. Et pourtant, alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, elle ne vous intéresse pas. Vous expliquez que le jeu traditionnel de la politique, c'est une comédie ou une tragédie. Je voudrais comprendre, Alain Badiou, pourquoi ce qui nous passionne, nous, observateurs, ne vous intéresse pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, tous les observateurs, pour employer votre mot, sont réellement passionnés? Ou les citoyens? Et les citoyens eux-mêmes, sont-ils réellement si passionnés que vous le dites? Est-ce que véritablement l'ensemble des déclarations des candidats les passionne, les enthousiasme, les soulève? Est-ce que l'on voit de grandes manifestations, vive un tel, vive un tel? Nous n'en nommerons aucun ce soir. Non, on peut pas. Règle du CSA. Nous n'en nommerons aucun. Est-ce qu'on ne voit pas cela? Je vois un enthousiasme politique véritable dans les manifestants de la place Tahrir en Égypte. J'en vois, on en parlait tout à l'heure, dans les manifestations des indignés. Je vois là des gens se rassembler autour d'une conviction, autour d'une idée. Dans le jeu parlementaire, ce que je vois, c'est un déferlement médiatique ininterrompu qui ressemble quand même à une espèce de ruisseau homogène et monomorphe, si je peux dire qu'il y a une seule forme. Donc je voudrais d'abord qu'on pose la question de cette passion. C'est une passion largement organisée, largement faite du dehors. Ce n'est pas une passion spontanée qui se manifeste par le déploiement des foules, des gens, des enthousiasmes. Mais c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce que nous avons, Alain Badiou. Voyez-vous. Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis, hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire. Le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que sous la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout qu'elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné, hein. Ça, c'est un fait, hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait, il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade, n'est-ce pas? C'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avaient revendiqué le mot communisme, alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, hein, toute la République de Platon, tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là. Parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre
pour qu'ils puissent alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Hein. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Ce que je voudrais comprendre, Alain Badiou, si nos élections démocratiques sont un leurre et le paravent de l'oligarchie, alors dans votre société idéale communiste, qui choisirait les dirigeants? Platon, donc vous, expliquez ensemble que la cité idéale, c'est celle qui est gouvernée par l'idée, par le vrai, par la raison, donc par les philosophes. Est-ce qu'à ce titre, la cité idéale, c'est celle que Badiou gouverne? Bon, écoutez, je ne veux pas renoncer à cet éloge. Hein. C'était une question. Je ne suis candidat à rien, mais enfin, si vous voulez absolument que je le sois, je peux me présenter au suffrage. Non. Et hors de la cité boutade, juste, qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà, c'est ça la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même, qui est un peu oubliée, mais que je voudrais rappeler. C'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie, c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument, au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association, la capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Ce qui est intéressant, et c'est là où, quand vous parliez de l'idée de Marx et de l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elles se transforment en processus démocratique électoral avec des élections. Oh ben, c'est pas ma critique à moi, c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même des élections... Comme moi, je l'ai été en mai 68. Eux aussi, ils disent élection piège à con maintenant, hein, maintenant qu'ils ont les partis islamistes dits modérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Ben, vous seriez un peu étonné tout de même. Hein. C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication, Alain Badiou, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. Bon, ça, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. Mais ça, c'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment, quand, dans quelles conditions? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Mais les Tunisiens, par exemple, souhaitaient élire leurs dirigeants. De quel droit les en empêcher? Mais je ne veux pas. Vous croyez que j'empêche quoi que ce soit? Alors de quel droit regarder de haut leur choix? Eh bien, je ne regarde pas du haut le choix. Je dis au contraire que, à partir du moment où on accepte la procédure électorale, il faut accepter son résultat. J'ai en particulier été extrêmement étonné de toute une série de commentateurs qui étaient particulièrement enthousiastes du mouvement comme mouvement démocratique, c'est-à-dire comme mouvement destiné à ce qu'il y ait des élections. Et puis ensuite, ils n'ont pas été contents du résultat des élections. Ils ont dit, ah, les élections, ils ont voté des islamistes, etc., etc. Non, ou bien on est pour les élections, et alors on en accepte le résultat avec faveur, ou bien on considère que les élections peuvent être non seulement un instrument non démocratique, mais un instrument de répression du mouvement démocratique. C'est absolument flagrant. Quand les révoltés de mai 68 ont dit élection piège à con, ils ont parfaitement vu que les élections allaient servir à enterrer le mouvement, et non pas du tout à le porter au nu. Mais si un mouvement, largement dans les pays arabes, c'est ce qui s'est passé. Mais si un mouvement est minoritaire, Alain Badiou, quelle est sa légitimité à conduire un pays? Justement, c'est tout le point de vue, c'est toute la question. C'est toute la question. Pour un philosophe, la question de ce qui est vrai, ou juste, ou bien, ne peut pas être une question de nombre. Les peuples peuvent se tromper, ils peuvent élire des Pétains, ils peuvent élire des Franco, ils peuvent élire des tyrans, ils peuvent élire... et par conséquent, il n'y a aucune relation mécanique entre l'idée de la majorité numérique
et l'idée de ce qui est vrai et juste en politique. C'est l'évidence, on peut citer 1000 exemples de ce genre. Mais qui est l'arbitre du juste si ce n'est pas le peuple dans des élections telles qu'on les connaît, telles qu'on les a Mais menées chez nous? l'arbitre du juste, ce sont des événements, ce sont